c'est beaucoup plus épais. Si au lieu d'avoir un élastique tout fin, vous avez un élastique large de 20 cm, évidemment, c'est plus difficile à tirer. La compliance de mon poumon est mauvaise ici parce que j'ai beaucoup de tissu élastique, beaucoup de collagène, et c'est difficile d'étirer tout le collagène. Du coup, la compliance devient très basse. Pour la même pression que j'exerce, le changement se fait beaucoup plus. D'accord? Ok. Donc, propriété mécanique, le premier aspect, c'était quand mon système est passif, sans les muscles contacts, comment se comporte mon système? C'est l'élasticité de mon système, l'élasticité de mon poumon, l'élasticité de la paroi de mon système. Ok. Quand vous respirez, maintenant il y a des muscles qui agissent sur ce système. Et donc, on va revoir les muscles respiratoires pour voir si on a encore vu comment est-ce qu'ils agissent sur mon système, par quel mécanisme est-ce que ça marche. Rappel des muscles respiratoires. Vous avez votre poumon, vous avez le ventre. Entre le poumon et le ventre, vous avez le diaphragme. Je passe en vite, vous avez déjà vu l'anatomie du système respiratoire, les muscles qui se battent. Oui. Okay. Donc, vous avez qu'à rappeler. Donc, vous avez votre diaphragme, vous avez les côtes, vous avez les muscles intercostaux. Okay. Si je m'intéresse au diaphragme, vous vous souvenez que le nerf phrénique passe au niveau cervical, c'est 3, c'est 4, c'est 5, c'est 6, un petit peu, c'est 3, c'est 4, c'est 5 chez l'homme. Descend le long du médiastin et vient s'étaler sur le diaphragme et dit le diaphragme. Le nerf phrénique passe le long du médiastin et innerve le diaphragme. Votre diaphragme, la partie centrale est tendineuse et les parties plus verticales sont musculaires. Il s'insère sur les derniers côtes et derrière sur au niveau de L1 mon diaphragme. Okay. Les muscles intercostaux, par contre, sont intercostaux, donc entre les côtes. Il y en a deux couches. Une couche oblique de haut en bas, de derrière en avant. C'est la première couche, la plus superficielle et donc intercostale externe. Et par contre, il y a une couche plus profonde, oblique de haut en bas, de devant en arrière. Et finalement, vous avez là en haut un autre muscle, le muscle scalaire, qui lui s'insère sur les appendices transverses des dernières vertèbres cervicales. Et en haut, et descend en bas sur la première et la deuxième côte, et soulève la première et la deuxième côte. Ok. Donc, les muscles inspirateurs vont être le diaphragme, les muscles intercostaux externes et le scalaire. Les muscles expirateurs vont être l'intercostal interne et les muscles du ventre, le grand droit, le transverse et l'oblique. Les muscles du ventre sont les muscles expirateurs. Comment est-ce qu'ils fonctionnent? C'est pas l'anatomie. Comment est-ce que ça fonctionne? En commençant par le diaphragme. La paroi thoracique, les côtes, le diaphragme, la partie musculaire, la partie tendineuse, vue de face, vue de profil. Vous avez le poumon, la plaie, vous avez donc la pression pleurale, et dans le ventre, vous avez une pression aussi, qui est la pression abdominale. PAB, c'est la pression abdominale. Le diaphragme, lorsqu'il s'abaisse, il va écraser ce qui est en dessous, donc augmenter la pression abdominale. Et par contre, il va faire de la place au-dessus, donc baisser la pression pleurale. Et donc, si on mesure l'activité du diaphragme, on peut mesurer la pression transdiaphragmatique en mesurant
pression pleurale et la pression abdominale, et en faisant la différence entre la pression pleurale et la pression abdominale. Donc, la pression transdiaphragmatique, la pression générée par le diaphragme, c'est la différence entre la pression pleurale et la pression abdominale. En respiration calme, expiration passive. Ok, je suis en expiration, le système est à l'équilibre spontanément, il n'y a rien qui contracte. Qu'est-ce qui va se passer quand le diaphragme se contracte? Le diaphragme fait un dos. Si les parties se contractent ici et se contractent là, cette partie-ci est tendineuse, elle ne va pas changer de longueur. Les parties verticales changent de longueur, puisque c'est les parties musculaires. Les parties de muscle contractent, c'est possible. Donc, ces parties verticales sont raccourcies et la partie centrale ne change pas de longueur. Qu'est-ce qui se passe? La partie centrale va descendre et les parties verticales se raccourcissent. Donc, le premier mouvement du diaphragme, c'est une diminution, un abaissement vers le bas. C'est un pléonasme, ça. Un abaissement du diaphragme vers l'abdomen. C'est ce qu'on va appeler le mouvement de piston. Le mouvement de piston, c'est l'abaissement du diaphragme. La deuxième chose, lorsque mon muscle se contracte, il va exercer d'un côté une force pour abaisser dessus, mais bien sûr, de l'autre côté, sur l'autre insertion, il exerce une force dans l'autre sens. Si j'abaisse ce truc-là, je vais donc monter ce truc-là. Lorsque mon diaphragme se contracte, il soulève les derniers côtes sur lesquels il s'insère. Et donc, le diaphragme a un mouvement de piston, c'est-à-dire qu'il abaisse son tendon. Et le deuxième mouvement, c'est un mouvement d'élévation des côtes par les forces qui sont dites insertionnelles, les forces au niveau de l'insertion, donc les forces insertionnelles. Donc, au niveau des forces, les forces insertionnelles soulèvent les derniers côtes. Le troisième mouvement du diaphragme, c'est le mouvement appositionnel. Si j'abaisse mon diaphragme, la pression abdominale augmente. Ok, j'ai les côtes ici, j'ai mon diaphragme qui est appuyé sur les côtes, et puis je suis dans la vitesse. Si j'augmente la pression abdominale, cette pression va pousser au travers du diaphragme sur les côtes. La zone où le diaphragme entre en contact avec les côtes, c'est la zone d'apposition. Ça vient apposer, c'est tout rond. C'est posé, rond. La zone d'apposition, c'est la zone où le diaphragme est en contact avec la côte. La côte, le diaphragme, et de l'autre côté la pression abdominale. Si j'augmente la pression abdominale, j'augmente la pression dans tous les sens, et puis j'ai une force qui s'exerce au travers du diaphragme sur les côtes. Et si j'augmente la pression abdominale, j'augmente la pression qui s'exerce sur les côtes vers l'extérieur, et je vais faire sortir les côtes. Donc, dans la contraction du diaphragme, les dernières côtes vont s'élever à cause des forces insertionnelles. Le muscle se contracte et soulève les côtes. Et à cause des forces appositionnelles, la pression abdominale s'élève parce que le diaphragme s'abaisse. Et cette élévation de pression abdominale pousse sur les dernières côtes au travers de la zone d'apposition. Donc le diaphragme a trois actions. Un, le mouvement piston, l'abaissement du tendon diaphragmatique. Deux, le mouvement insertionnel de soulever les côtes par l'insertion du muscle. Trois, l'effet appositionnel, en augmentant la pression abdominale, je pousse sur les côtes de l'extérieur. À travers le diaphragme. Ok. De profil, qu'est-ce que je remarque? Quand le diaphragme en bouche, c'est position relâchée. Je contracte mon diaphragme, il s'abaisse. Le diaphragme s'abaisse. Qu'est-ce qu'il fait? Il pousse sur le foie, il pousse sur ce qu'il y a dans le ventre. Que va faire le ventre? À chaque fois que j'inspire, le diaphragme s'abaisse et le ventre sort un petit peu.